des positions ennemies est utilisée pour ne pas rater l'objectif dans cette bataille et ne pas faire de victimes civiles. Certaines agglomérations jadis sous occupation terroriste sont déjà libérées, disent les services de communication des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces différents fronts. Agression rwandaise sur le sol congolais. Les femmes montent au créneau. Celles réunies au sein du cadre permanent des concertations CAFCO dénoncent les silences complices de la communauté régionale et internationale face à cette incursion. Monique Mavungu pour les reportages. La République démocratique du Congo est confrontée à une instabilité due aux attaques des troupes armées et des forces négatives soutenues par les voisins. Cette recrudescence d'insécurité entraîne des violations massives des droits humains en général et celles des femmes et des enfants en particulier. Les femmes congolaises, toutes tendances confondues, au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO, dénoncent la vulnérabilité dans laquelle elles vivent suite à cette insécurité grandissante qui ne leur permet pas de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Face à cette situation, les femmes congolaises dénoncent le silence complice de la communauté régionale et internationale, ainsi que leur diplomatie non efficiente, étant donné que les relations entre les pays sont régies par un certain nombre de principes, notamment les principes d'inviolabilité du territoire national. La RDC a suffisamment fourni d'efforts de paix au niveau national, régional et international, en signant plusieurs accords au nom de la paix avec ses voisins, et ces efforts n'ont pas été respectés par ses pairs. Il s'agit entre autres de l'accord du 23 mars 2009, accord cadre d'Addis Abeba, aussi les résolutions des Nations Unies et la justice transitionnelle. Au regard de ce qui précède, les femmes congolaises réaffirmons notre attachement à la mère patrie, nos forces armées congolaises et au chef de l'État, garant de la nation. Dénonçons avec la dernière énergie la énième agression rwandaise sur le sol congolais. Et puis, cette date à inscrire sur vos agendas, le 19 novembre prochain, date retenue pour une grande marche de mobilisation au soutien FRDC et pour dire non à l'agression rwandaise en RDC, annonce faite par la Commission d'intégrité de médiation électorale CIME, organisatrice de cette marche. C'est un reportage de Serge Merlemata. Le rôle particulier à contribuer à la prévention des conflits qu'ils ont tenus. Cette réunion, au cours de laquelle il a été procédé à l'analyse et un large échange de vues sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, troublée par les déplacements de millions de personnes qui manquent de tout en réponse à cette tragédie humaine qui se dégrade de plus en plus. Les chefs des confessions religieuses, membres de la CIME, ont appelé toutes les forces vives de la nation à l'unité nationale et à se ranger derrière les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les chefs des confessions religieuses félicitent le sens élevé de patriotisme dont font preuve les forces politiques et sociales, toutes tendances confondues, en mettant de côté leurs divergences pour répondre positivement à l'appel du chef de l'État. Les chefs des confessions saluent la loi de programmation militaire et exhortent les gouvernements à doter les FARDC des moyens militaires nécessaires pour leur montée en puissance, avec un personnel militaire suffisamment motivé et équipé. À l'issue de leur rencontre, les chefs des confessions religieuses, membres de la commission d'intégrité et médiation électorale, ont invité tous les Congolais de toutes les communautés religieuses et tendances confondues à prendre part à une marche pacifique prévue les samedis 19 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. C'est là avec comme principal objectif de dire non à la guerre injustement imposée à la RDC et non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Autre chose à présent, ces chiffres, 100 000, c'est le nombre de kits d'identification d'enrôlement des électeurs qui seront bientôt acheminés en RDC en provenance de la Corée du Sud sur le 29 700 tendus. Confirmation du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, lors de sa visite à l'entrepôt de Miro System à Séoul. C'est un reportage de Teti Samba et Geresto Fudjay.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante a visité jeudi 10 novembre l'entrepôt de Meru System situé à l'aéroport de la capitale sud-coréenne où sont stockés 10 000 kits prêts à être expédiés en République démocratique du Congo. C'est un motif de satisfaction parce que ici c'est un travail de collaboration entre la société Meru System et la CENI avec son personnel qui est venu ici, qui a contribué au développement du logiciel. Denis Kadima Kazadi a énuméré certaines innovations que contient ce nouveau dispositif d'enregistrement des électeurs. La première innovation, d'abord, c'est la taille du kit lui-même. La consommation, par exemple, de l'énergie, nous allons utiliser l'énergie solaire. Il y a une autre innovation, c'est le fait que la saisie sur la fiche dans le passé, ça se faisait d'une façon manuelle, mais aujourd'hui, on a un système OCR qui peut transformer les écrits et les mettre sous forme digitale. Et au-delà de ça, il y a une bonne innovation qui va faciliter la tâche aux familles, aux ménages, aux gens qui viendront s'aligner avec l'équipe. On a développé une application qui permet la digitalisation de la fiche d'identification et d'inscription des électeurs. Par ailleurs, le président de la centrale électorale a rassuré que son institution est maintenant en voie de lancer l'identification et l'enrôlement des électeurs au mois de décembre. La CENI est en train d'être prête, ça signifie aujourd'hui nous sommes plus près que nous l'étions hier. Donc chaque jour qui passe, nous allons vers l'avant et ça se passe très bien. Le projet RED+ a déjà fait ses preuves dans la réduction des gaz à effet de serre à Maïndombe. Les exploits réalisés ont été présentés au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en Égypte par une délégation de RED+. Les deux parties se sont donné rendez-vous à Kinshasa pour approfondir le discussion. Pati Tondouangou pour les commentaires. Le projet RED+, qui vise la réduction des émissions des gaz à effet de serre, a déjà fait ses preuves dans la province de Maïndombe. En marge de la COP27 en Égypte, les réalisations de ces projets ont été présentées au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge par l'équipe de pilotage des RED+. En tant que chef de délégation, cette rencontre avec les chefs du gouvernement a permis à son équipe de lui présenter non seulement les exploits réalisés dans les territoires de Maïndombe, mais aussi les perspectives pour le développement de nouveaux projets dans toute la République démocratique du Congo. En présence de M. Hassan de la CNRED qui certifie non seulement pour la République démocratique du Congo les crédits carbone et aussi qui regarde les ventes que nous avons effectuées pour le compte de la République. Et nous avons également parlé des bénéfices que nous sommes en train de payer pour le gouvernement dans le cadre des ventes de crédits qu'on vient d'effectuer. Le Premier ministre a reçu notre projet avec beaucoup d'enthousiasme et il a promis qu'on puisse se revoir à Kinshasa pour approfondir la question. C'est vrai que c'est un domaine tout nouveau et qui est très porteur en République démocratique du Congo à cause de la taille de la forêt. Avec l'économie verte dans d'autres provinces, nous savons qu'il y a un partenaire qui est très intéressé dans la province du Sankourou et un autre partenaire qui est déjà à pied d'œuvre dans la Chuapa. Donc nous sommes en train d'encourager plusieurs partenaires qui sont ici aussi à pouvoir venir avec des projets verts en République démocratique du Congo. RED+ compte étendre ses projets dans les provinces du Nord et Sud Ubangi, de la Chopo et de l'Équateur et son programme dans les Maïndombe est le premier à être sélectionné pour être intégré dans le fonds de partenariat pour le carbone forestier. 3 ans après sa mise sur pied, le projet de promotion de l'éducation civique et électorale touche déjà à sa fin. Réalisé par 11 organisations de société civile, ces projets visaient à impliquer le peuple autochtone et personnes vivant avec handicap au processus électoral. Eugénie Dada Chabani. Impliqués dans le processus électoral, les femmes, les jeunes et les populations vulnérables telles que les peuples autochtones et les personnes vivant avec handicap, tel est le défi du projet promotion de l'éducation civique et électorale
pour un engagement actif des femmes et des jeunes en République démocratique du Congo. Ce projet, coordonné par Sylvain Toumba, a été mis sur pied par un consortium de 11 organisations de la société civile qui œuvrent pour la promotion de l'éducation civique et électorale sous le leadership de INADES Formation avec l'appui financier de l'Union européenne. 3 ans après l'exécution du dit projet dans 20 provinces ciblées de la RDC, il a été clôturé en présence de l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, qui s'est dit très satisfait. Il a tout de même suggéré pour un processus électoral apaisé, il faut mettre au premier plan les dialogues et l'idéologie pour la réussite de la dynamique électorale. Les évaluateurs ont salué l'exécution du dit projet qui a atteint 90% des objectifs requis. Le directeur de l'INADES Formation, Norbert Kimvula, le confirme. Dans les milieux où nous sommes passés, les jeunes, les femmes et les autres sont engagés. Ils sont décidés pour dire, si demain il y a élection, nous nous engageons, nous nous présentons comme candidats aux prochaines échéances électorales. Il y a des jeunes, des femmes qui commencent à adhérer massivement au sein des partis politiques. Le respect du droit et de la santé sexuelle et reproductive de femmes et de jeunes filles, sujet débattu lors d'une matinée de sensibilisation entre le membre de la structure Afia Mama et les députés nationaux membres de la commission genre, famille et enfants. C'était un reportage de Jean-Richard Koualet. Une rencontre organisée à Kinshasa dans la salle des banquets du Palais du Peuple, Afia Mama a présenté les chiffres officiels sur les grossesses non désirées en République démocratique du Congo. Cet échange a tourné autour du thème du dialogue sur le droit de la santé sexuelle et reproductive et l'application du protocole de Maputo, axé principalement sur le droit à l'avortement sécurisé. Parmi les orateurs, Maître Freddy Kwamba-Chigensh a indiqué que cet échange à l'Assemblée nationale sur les questions du droit à l'avortement sécurisé résoudra le conflit entre le code pénal et le protocole de Maputo. C'est une question de société et nous sommes devant les députés, ceux-là qui sont censés participer dans la législature. Les armes que nous avons, premièrement, c'est l'information sur le protocole de Maputo, parce qu'aussi longtemps que ce protocole n'est pas bien intériorisé, il n'y aura pas de solution. À son tour, le docteur Mikampoy, manager de programme à l'IPAS, partenaire pour la justice reproductive, a appuyé le gouvernement et les techniciens de santé. La présidente de la commission genre, famille et enfants, la députée nationale Christelle Vanga, a par ailleurs martelé sur l'importance d'informer et d'écouter les techniciens de santé et législateurs sur la question de l'avortement qui touche les couches sociales. Comment la radio-télévision nationale congolaise est-elle gérée sur le plan technique, infrastructure et ressources humaines? Eh bien, le directeur général intérimaire de l'RTNC, Robert Belidebunga, était devant le parlementaire de la commission aménagement du territoire pour s'expliquer. C'est un reportage de Jonathan Mouwele et Fiston Wafingana. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise vient de répondre à l'invitation lui adressée ce mardi 8 et vendredi 11 novembre à l'Assemblée nationale par la commission parlementaire Aménagement du territoire, infrastructure et NTIC pour éclairer la lanterne de députés nationaux sur des questions liées à la gestion de la dite institution. À cette occasion, le DG de la RTNC a exposé sur le tas de lieux de la radio-télévision nationale congolaise, notamment sur le matériel technique, les infrastructures et tant d'autres. Nous sommes venus répondre à l'invitation de la commission aménagement du territoire et NTIC pour bien entendu répondre à certaines préoccupations exprimées par les députés nationaux. Nous sommes très heureux de nous être livrés à cet exercice démocratique de nos parlementaires et je crois que nous avons apporté toutes les précisions qui ont été demandées par rapport aux questions qui étaient posées et nous en avons profité justement pour parler aussi de la RTNC et donner de la lumière sur le niveau, la situation réelle de la RTNC, nos problèmes bien entendu sur le plan technique, sur le plan du personnel. Les députés ont saisi ces messages. Pour clôturer, le directeur général de la RTNC reviendra sur ces éventuelles questions à l'Assemblée nationale devant la même commission le mercredi 16 novembre 2022.
Les PNUD et les ministères des hydrocarbures poursuivent leur campagne sur l'adoption du plan directeur du gaz à pétrole liquéfié pour mettre fin à l'utilisation de charbon de bois dans nos cuisines. Hier encore, ils ont sensibilisé la population sur le bien fondé de ces plans directeurs qui visent à préserver la nature. Dieudonné Yangoumba Junior et Mamita Bangoulou ont signé ces reportages. Plus de charbon de bois dans nos cuisines, remplacé par le gaz de pétrole liquéfié. Voilà ce qu'a été l'objectif de l'atelier de présentation d'outils de planification du secteur GPL pour la ville de Kinshasa. Le ministère des hydrocarbures, accompagné du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ont présenté la feuille de route pour la mise en œuvre du plan directeur GPL de la ville-province de Kinshasa. Le pays subsaharien se sont déjà lancés dans cette innovation. Le pays de Patrice Emery Lumumba veut également, à travers son ministère des hydrocarbures, mettre en œuvre cette démarche de gaz de pétrole liquéfié comme mode de cuisson dans le ménage congolais. Les conseillers politiques du ministre des hydrocarbures rassurent dans cet atelier l'adoption de ces plans directeurs de gaz de pétrole liquéfié au prochain conseil des ministres. Le gouvernement provincial du Congo central et la banque BGFI Bank, désormais unis dans le secteur de l'éducation, ils viennent de procéder à la signature d'une convention de partenariat, comme nous dit Ricky Nzuziloya Mayawel. Le partenariat du gouvernement provincial du Congo central et la BGFI Bank a atteint une phase décisive avec la signature de la convention de partenariat, une cérémonie co-présidée par le ministre provincial du budget des finances, Babi Vangou. Parmi les secteurs sur lesquels on a fait un focus figure l'éducation. Donc la BGFI Bank, qui est venue nous voir comme tous les autres partenaires, a trouvé tout à fait opportun de nous accompagner sur ce point-là. Et là, nous saluons la spontanéité, la sincérité avec laquelle les choses se passent. Et l'administrateur délégué de cette banque, Francesco De Musso. Il est important pour nous d'être un acteur de référence également sur des sujets de responsabilité sociétale et d'environnement. C'est à ce titre que nous avons noué ce partenariat avec la province du Congo central. Et comme je le disais, nous en avons d'autres qui vont naître dans les semaines et dans les mois à venir. Et il s'agit, je vous rassure, d'une collaboration de long terme, puisque les actions ponctuelles n'ont que très peu d'effet. À l'issue du concours organisé à cet effet au titre de l'édition 2022, les 20 premiers candidats ont été retenus sur 335 inscrits et bénéficieront de 7 bourses tout au long de leur cycle universitaire. Si après sont concernés par cette bourse, l'agronomie, le pétrole, le gaz, la géologie, pêche et entrepreneuriat. Et pour finir, la 4e tentative aura été la bonne. Après 3 échecs, l'RDC vient afin de se doter d'une nouvelle convention scolaire et ce 45 ans après. Quelles sont les innovations apportées dans cette nouvelle convention qui lie les gouvernements congolais aux écoles de conventions religieuses? Plus d'éclairage dans ces reportages signés Edith Chala. Vieille de 45 ans, la convention scolaire de 1977 vient d'être révisitée. Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, y a mis tout son engagement. L'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base l'imposait. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a rappelé que la convention du 26 février 1977 était obsolète, inadaptée et anachronique à la suite des multiples mutations sur le plan tant juridique que sociopolitique, voire au niveau de l'espace religieux national. Le professeur Tony Mwaba a souligné que bon nombre de ces dispositions méritaient d'être révisitées pour les adapter à l'évolution des choses sur le terrain, surtout au regard des plusieurs réformes enclenchées dans son sous-secteur, notamment celles liées à la gratuité de l'enseignement primaire. À en croire le ministre, cette réalité était à la base des dysfonctionnements observés au niveau de la gestion des établissements scolaires et même des bureaux gestionnaires, d'où il était urgent de révisiter cette convention scolaire. Aujourd'hui est un grand jour, un nouveau départ qui va marquer un déclic dans l'administration scolaire, dans la façon de collaborer avec les confessions religieuses et de gérer les écoles. Je voudrais que l'Église nous accompagne réellement dans cette mission consistant à former la jeunesse dans le cadre de l'enseignement et ce, à travers le réseau d'écoles conventionnées, a déclaré le professeur Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. De leur côté, les délégués des différentes confessions religieuses ont remercié le ministre pour son dynamisme qui a aujourd'hui
porté les fruits et a rendu possible la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi après plusieurs échecs enregistrés depuis 2011 pour cette fin. Le numéro 1 de l'enseignement primaire, secondaire et technique a finalement réussi à obtenir la révision de la convention scolaire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous séparer, voici le rappel de titres. Les opérations militaires se multiplient et se durcissent au nord Kivu entre le FARDC et le M23, montés en puissance par des tirs d'armes le jour comme la nuit. Les FARDC repoussent peu à peu ces rebelles et se rapprochent des Bunagana. Les images de front ont été diffusées dans ce journal. Également, dans ce journal, nous vous avons proposé cette assistance du gouvernement congolais aux déplacés de ces affrontements entre le M23 et l'armée congolaise. 6000 ménages abrités à Kanyabayonga ont reçu plus de 100 tonnes de vivres et non aux vivres. Et enfin, il a fallu attendre 45 ans après pour voir la RDC se doter d'une nouvelle convention scolaire qui lie le gouvernement congolais aux écoles des conventionnés et religieuses. Après 3 tentatives échouées, toutes les parties ont apposé la signature. Les images ont été diffusées dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement ce journal. Merci de nous avoir suivis. Surtout, ne quittez pas vos fauteuils. Juste après, vous suivrez en direct à partir de la Cité de l'Union africaine les échanges entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Joao Lourenço. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.